Bonsoir Chérif, bonsoir à tous. Le journaliste Tidiane Dior est notre invité ce soir. Bonsoir Tidiane. Bonsoir Mamoudou. Tidiane, vous êtes le chef du département médias de l'OIF. Vous êtes aussi chargé de cours à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Vous êtes sénégalais, tout comme le président Abdou Diouf. Cela fait justement 1 an exactement que l'ancien président sénégalais a quitté son poste de secrétaire général de l'OIF. Sa remplaçante a dit « On ne remplace pas Diouf, on lui succède ». Il s'agit de Michaël Jean. 1 an après, quel bilan faites-vous de son action à la tête de l'OIF? Je trouve qu'elle s'inscrit dans la continuité de ce que le président Diouf a fait pendant 12 ans. Vous savez, remplacer le président Diouf, c'est une tâche immense. Madame Jean, qui a été élue ici même au Sénégal, a dit cette belle phrase que vous venez de répéter. On ne remplace pas le président Diouf, on lui succède. Elle voulait dire par là qu'il n'est pas possible de recommencer le travail une fois qu'on a remplacé le président Diouf, mais il faut suivre le sillon qu'il a tracé. Et ce sillon, c'est d'abord son action politique importante. Comme vous le savez, le président Diouf, lors de son élection en 2003, avait trouvé une francophonie qui était au balbutiement en termes d'action politique. C'était une organisation qui historiquement était axée sur le travail de la culture, sur l'artisanat, sur l'économie et la langue française, bien entendu, qui est au cœur même de notre action. Et le président Diouf a donné une dimension extraordinaire, une dimension politique extraordinaire à cette organisation. Il faut simplement se rendre compte du nombre de chefs d'État, du nombre impressionnant de chefs d'État qui se déplacent quand ils viennent à Paris jusqu'au siège de l'OIF pour rencontrer à l'époque le président Diouf et aujourd'hui Mme Michaël Jean. Sous Diouf, la francophonie a eu ou a atteint une dimension politique incontestable, mais est-ce que la dimension économique et culturelle n'a pas été négligée par le président Diouf, ce qu'essaie de corriger aujourd'hui Michaël Jean? Non, je ne pense pas. Je pense que le président Diouf avait compris que malheureusement les enjeux fondamentaux qui déterminent aujourd'hui la marche du monde, mais aussi la nouvelle géopolitique internationale, lui commandaient de travailler dans cette direction-là. Nous avions un certain nombre de crises, la crise libyenne, la crise ivoirienne, la crise malienne, qui imposaient à la francophonie un agenda international dans lequel l'action du président Diouf a été déterminante parce que, comme vous le savez, c'était un monsieur écouté, sa voix a été attendue, elle était entendue. La dimension économique a été très importante parce que tout simplement à Dakar, les chefs de l'État, au moment où le président Diouf passait le témoin, ont rappelé à travers une stratégie que l'économie restait une des priorités de la francophonie. C'était une critique à peine voilée de l'action de Diouf, non? De ce côté? Je ne le pense pas. Je pense qu'il a développé des actions économiques, mais la francophonie a, dans le domaine économique, agi sur 2 leviers, principalement. D'abord, sortir de l'extrême pauvreté la plupart des populations des pays du Sud et en même temps, j'allais dire dans le même élan, travailler pour intégrer les économies francophones dans le commerce international. Nous formons par exemple des négociateurs internationaux à travers lesquels les pays peuvent négocier au niveau de l'OMC ou des grandes instances internationales. Mais en même temps, nous avons un programme de développement local qui s'appelle le Profadel. Nous avons un programme qui agit sur l'économie de proximité ou sur la microfinance pour essayer de sortir des millions d'Africains, mais aussi de populations du Sud, de l'extrême pauvreté. Ce sont les 2 leviers. Et les chefs d'État ont souhaité que cette action économique, en même temps que l'action politique qui était menée, soit encore plus enracinée. Et à travers cela, ils ont mis en place une stratégie qui est aujourd'hui la feuille de route de la francophonie dans le domaine de l'économie. L'action culturelle, alors qu'au départ, la francophonie est par essence culturelle, est-ce que cela n'a pas manqué sous le magistère du président Abdou Diouf? Là non plus, je pense que si cette critique devait être faite, elle serait fondamentalement injuste. Nous avons une direction de l'économie qui travaille principalement sur la circulation des artistes. Vous savez que par exemple le marché des arts africains, le plus grand marché des arts africains, le Massa, qui se déroule à Abidjan, avait été mis en veilleuse durant toute la crise ivoirienne. Et c'est le président Diouf qui, 1 an avant de quitter ses fonctions de secrétaire général de la francophonie, a ressuscité le Massa et a tenu d'ailleurs lui-même personnellement à assister aux côtés du président Ouattara à l'ouverture du dernier Massa. Il y a aussi le FESPACO, le Festival africain de cinéma, qui se déroule à Ouaga et pour lequel la francophonie donne une subvention d'à peu près 300 millions de francs CFA par édition. Donc, je crois que si on devait en un seul mot, en une seule expression, résumer le mandat du président Diouf à la tête de l'OIF ces 12 dernières années, je dirais ceci. Il a placé le domaine économique
sur une ligne de crête, sur une ligne de crête assez importante. Il a aussi, il n'a pas sous-estimé l'action diplomatique de la francophonie, mais aussi notre action dans le domaine culturel, mais aussi notre action dans le domaine de la langue française, mais aussi notre action dans le domaine de l'économie. Il est vrai que les moyens dont dispose la francophonie par rapport à d'autres organisations sont des moyens extrêmement limités. Mais probablement l'aura du président Diouf et aussi de son successeur, parce que Mme Michaëlle Jean aussi s'inscrit dans cette... Vous en avez parlé moins, Michaëlle Jean. On en a parlé moins parce que je crois qu'il serait très imprudent de vouloir établir le bilan de Michaëlle Jean un an après son arrivée. Mais il est évident qu'elle est en train de donner des coups d'accélérateur assez fréquents sur la plupart des domaines. Elle a une culture anglo-saxonne, elle a été gouverneure générale du Canada, imprégnée de culture anglo-saxonne et de culture francophone. Et c'est quelqu'un qui va très vite en besogne, qui est souvent au premier rang. On lui a plus ou moins reproché d'ailleurs d'être souvent en première ligne, alors que le président Diouf préférait laisser ses collaborateurs aller en première ligne et seulement intervenir en dernière instance. Ce n'est qu'une question de style. Mais Michaëlle Jean, évidemment, a donné un autre style à la francophonie. Il y a une différence de génération, il y a une différence de parcours, il y a une différence de culture aussi qui fait que la culture anglo-saxonne veut que les gens soient en première ligne de général et agissent. Vous êtes à Dakar pour prendre part aux 50 ans du CESTI, Centre d'études des sciences et techniques de l'information, une école qui a formé des générations de journalistes africains. Un demi-siècle après, quel regard sur le journalisme africain et sur cette école qui en a formé beaucoup? D'abord, je dirais une grande fierté en tant que Sénégalais et en tant qu'Africain. Vous ne le savez peut-être pas, Mamadou, mais aujourd'hui, le CESTI est considéré comme la première école en Afrique francophone qui forme les journalistes. C'est très important. 1965-2015, 50 ans, des générations de journalistes qui ont été formés, d'abord au Sénégal, mais à travers le monde. Mais là où il y a encore une fierté à tirer de cette école, c'est que tous les grands, malheureusement je n'ai pas l'honneur de pouvoir compter parmi ceux qui ont été formés par le CESTI, mais dans les organisations internationales, dans les organisations sous-régionales, nombre de journalistes formés au CESTI sont aujourd'hui dans des positions de responsabilité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que cette formation est une formation extrêmement importante, c'est une formation solide, c'est une formation aussi qui allie deux choses qui manquent principalement à la plupart des écoles de journalisme, c'est-à-dire une action, des cours théoriques et surtout l'action de terrain. Parce que comme, ce n'est pas à vous que je le dirai, quand on sort du CESTI, on est vraiment outillé pour faire du journalisme très vite. Alors qu'il y a un décalage de plus en plus important qu'on souligne un peu partout dans les écoles francophones de journalisme, c'est que les étudiants ne sont pas suffisamment formés quand ils sortent de ces écoles-là. Mais des journalistes qui ne sont pas que dans les rédactions. On connaît quelques exemples qui font aujourd'hui de la politique. On a vu des premiers ministres ou des ministres qui participent à l'exercice du pouvoir. Une bonne ou une mauvaise chose pour Tidiane Dior? Disons que vous connaissez l'adage, le journalisme mène à tout. Moi-même, j'ai pratiqué ce métier pendant longtemps et des fois, par des circonstances qui ne dépendent pas seulement de nous ou des circonstances qui nous dépassent, on se retrouve de l'autre côté de la barrière. Mon cas étant d'ailleurs un cas beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus rare puisque j'ai franchi la ligne tout en restant dans le domaine des médias. D'autres font de la politique, d'autres vont dans d'autres domaines. Mais ce qui est important, c'est que quand on sort du journalisme, avec les rudiments qu'on a appris dans ces écoles comme le CESTI ou dans d'autres écoles, on peut travailler n'importe où. Parce qu'il y a la capacité à travailler vite, à être concis, à être synthétique. Donc voilà, mais je n'ai pas de jugement particulier sur ceux qui quittent ce métier pour faire autre chose. Un appui de l'OIF au CESTI à travers votre programme média? Absolument. C'est prévu? C'est prévu et ça se fait déjà. Par exemple, ce cinquantenaire qui est fait, la francophonie, c'est ce qui me vaut d'ailleurs l'honneur d'être là, a appuyé le CESTI dans l'organisation matérielle de ce cinquantenaire. Depuis 3 ans, nous appuyons systématiquement à chaque rendez-vous du CESTI au mois de décembre, qui consiste, et comme vous le savez, c'est le directeur du CESTI, Ibrahim Assar, notre compatriote, qui dirige aujourd'hui le réseau mondial des écoles francophones de journalisme. Et rien que pour cette raison, la francophonie a tenu à être présente à ses côtés. Une subvention de combien? 20 millions de francs CFA. Par an? Par an. Très bien. Votre programme couvre prioritairement les pays d'Afrique, des Caraïbes, d'Asie et d'Europe de l'Est. Quelle est la plus dynamique de ces régions en matière de journalisme, de médias? Je répondrai autrement en disant, il y a 10 ans, lorsque je suis arrivé à la francophonie, les programmes médias étaient principalement axés sur l'Afrique subsaharienne francophone.
J'ai essayé d'équilibrer en ouvrant aux pays de l'Est d'abord et ensuite en ouvrant aux pays d'Asie du Sud-Est, Cambodge, Laos, Vietnam, ensuite au Maghreb et depuis quelques mois, nous avons un regard appuyé sur le monde arabe. Pourquoi le monde arabe? Parce que vous le savez bien, les mouvements qui sont en train de se dérouler dans le monde arabe nous conduisent à être très attentifs à ce qui se passe dans ces pays. Je parle du Maghreb, mais là aussi je parle de l'extrême et du Proche-Orient. Du Proche-Orient, pardon, excusez-moi. Et là, par exemple, à partir de 2016, l'Organisation internationale de la francophonie, à travers mon programme, va avoir un programme spécifique sur le Liban. Parce que la presse libanaise de langue française est en train de régresser à une vitesse phénoménale. Et derrière le recul de la presse francophone du Liban, il y a aussi des enjeux géopolitiques, linguistiques et malheureusement des enjeux religieux. Tidiane Dior, vous êtes un homme de télé aussi, de la première chaîne de télévision africaine née au Congo-Brazzaville en novembre 1962. Vous en parlez dans un livre. À la télévision numérique aujourd'hui, comment se porte l'audiovisuel de nos jours en Afrique? Je dirais que le regard est mitigé. Depuis la première chaîne de télévision, 28 novembre 1962 au Congo jusqu'à la TNT, il y a eu des hauts et des bas. On peut diviser cette histoire globalement en trois parties. La première partie part des années 62 jusqu'aux années 90, où c'est le règne de la télévision publique unique, chaîne de télévision à l'époque. Ensuite, l'ouverture de cette démocratisation, ou ce qu'on appelait la démocratisation, qui a permis aux chaînes privées, les premières chaînes privées, de se développer. Et enfin, à partir des années 2000, les chaînes satellitaires et maintenant les chaînes, la TNT. Le plus important pour les Africains, me semble-t-il, c'est que cette période qu'on est en train de vivre, qu'on soit conscient qu'on ne la vivra pas une seconde fois. Autrement dit, l'Afrique a été, contrairement à ce qu'on a pensé jusque-là, globalement préservée des flux d'informations. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui savent recevoir des antennes, des télévisions satellitaires. Autrement dit, l'Afrique avait un bouillonnement audiovisuel mais en vase clos et la TNT va pour la première fois ouvrir l'Afrique complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est ouvert, les canaux sont ouverts. Et dans cette période qui est une période cruciale, le plus important à mon sens, c'est que les Africains travaillent sur les contenus. C'est la bataille des contenus. Quand je regarde depuis Paris, la chaîne TFM, je suis extrêmement fier parce que ce cordon ombilical qui nous relie à notre pays, à tout, invariablement, que vous soyez chinois, vietnamien ou sénégalais, il y a quelque chose qui vous relie. Le samedi soir, le dimanche soir, lorsque vous regardez les combats de lutte, lorsque vous regardez des programmes que vous ne pouvez regarder que sur les chaînes nationales. Et je pense que la TNT devra nous aider à mieux connaître nos pays. Il n'y a pas à avoir de complexe, à avoir des contenus qui sont tirés de notre culture, de notre tradition. Non, les Nigérians, à travers Nollywood, l'ont montré. Le Nigeria produit aujourd'hui 4000 films par an, avec des budgets extrêmement modestes. Ils ont bousculé Hollywood, ils ont bousculé le marché indien, et on me dit que les Ghanéens sont en train de suivre la même trace. Les Ivoiriens, avant la crise, avaient un audiovisuel extrêmement développé. Souvenez-vous, Bal Poussière, souvenez-vous, toutes ces telenovelas faites en Côte d'Ivoire avec des Ivoiriens. Pourquoi? Parce que le récit des événements qui se déroulent en Afrique doit être compris par les Africains avec un vocabulaire africain. L'histoire de l'Afrique depuis 50 ans est racontée avec des mots du dehors, avec un vocabulaire du dehors. À partir du moment où on commence à raconter notre histoire avec nos propres mots, je pense qu'on aura déjà équilibré les flux mondiaux d'informations. Vous suivez le processus un peu du basculement du numérique, de l'analogique au numérique au Sénégal, certainement. C'est officiel, en tout cas, depuis juin dernier. Le processus est toujours en cours. Est-ce que c'est un processus qui se mène bien au Sénégal, d'après vous? Je dirais qu'en deux mots, sur l'Afrique, nous avons deux grandes familles. La première famille, c'est celle qui concerne les pays qui ont réussi à passer le cap à la date du 17 juin 2015. Si mes souvenirs sont bons, c'est la Tanzanie, c'est Maurice, c'est l'Afrique du Sud et le Rwanda, ou en tout cas et le Kenya. En tout cas, je sais que c'est 4 pays ou 5 sur 53, c'est bien peu. Il y a des pays qui auraient pu, parce qu'ils avaient les moyens, qui auraient pu passer ce cap, mais qui ont fait... Comme le Sénégal? Comme le Sénégal, comme d'autres pays, mais qui ont probablement traîné à faire démarrer la machine. Et il y a des pays qui ont absolument besoin de l'aide et de l'expertise extérieure pour le faire. Mais en revanche, là où c'est intéressant, c'est qu'on nous avait dit qu'à la date du 17 juin, tous les pays qui ne passeraient pas au numérique
serait de fait coupé du reste du monde. Dieu merci, ça n'a pas été le cas, Oui. mais ce n'est pas une raison pour traîner le pied. Il faudra absolument que tout le monde y aille, ne serait-ce que pour une cohérence au niveau de l'Afrique. Tidiane, on va parler d'un autre sujet. Vous vivez en France, où a eu lieu à Paris le 13 novembre dernier des attentats terroristes avec un bilan lourd, 130 morts. Une semaine après une prise d'otage avec une vingtaine de morts dans un hôtel de Bamako, au Mali. Quelle analyse avez-vous du phénomène terroriste? Je précise d'ailleurs que parmi les personnes qui étaient à Bamako, j'avais des collègues dont certains me sont très proches sur le plan humain, on va dire. Cela veut dire qu'en fait, première leçon, nul n'est à l'abri aujourd'hui du terrorisme. Ce n'était plus comme Al-Qaïda, un phénomène qui se circonscrit entre les montagnes Pashtoun où était retranché un Ben Laden qui attaquait les tours du 11 septembre. C'est-à-dire que partout où on se trouve, on n'est pas à l'abri du terrorisme. La seconde leçon que je tire de ces choses-là, je ne suis pas spécialiste, donc c'est vraiment le regard d'un citoyen lambda, c'est qu'en fait, le phénomène religieux aujourd'hui ne peut plus être convoqué, pour une raison toute simple. Le message des terroristes n'est plus un message religieux, et surtout, les victimes sont des musulmans. À partir de ce moment-là, le paradigme d'une guerre de civilisation, d'une guerre de religion ne tient plus. Et cette belle phrase dont le professeur Souleymane Bachir Diagne a fait le titre de son ouvrage me revient à l'esprit, je pense qu'elle résume tout. L'encre des savants est plus sacrée que le sang des martyrs. Je pense qu'avec cette phrase-là, on peut résumer toute la chose. Faisons un djihad, me semble-t-il, vers la connaissance plutôt que d'essayer de créer des martyrs. En France, le bon score obtenu par le Front National de Marine Le Pen, pour beaucoup d'observateurs, est dû justement à ces attentats du 13 novembre dernier. Êtes-vous de cet avis? Est-ce que vous craignez, au-delà de ces élections régionales en France, qu'une Marine Le Pen puisse être présidente de la République de France sous peu? Je suis très dubitatif sur cette équivalence qu'on pose entre l'avancée probable du Front National et les attentats, puisqu'en 2002, Le Pen, le père de Marine, Jean-Marie Le Pen, était arrivé au second tour à la présidentielle. À l'époque, il n'y avait pas d'attentat en France. Donc, à mon avis, il faut être très prudent quand on pose ce genre d'équivalent. La seconde chose, c'est que nous ne sommes qu'au premier tour. Et il me semble que, comme ce qui se passe souvent en France lorsque le Front National se rapproche ou s'approche du pouvoir, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un sursaut républicain. Il s'en éloigne après. Il s'en éloigne. À cause de ce sursaut. Oui. Donc, peut-être qu'il faudra établir un bilan réel à la fin du second tour. Mais quoi qu'il en soit, toute la réserve qui m'incombe en tant que fonctionnaire international, ne devant pas parler de la politique des États, surtout de l'État siège de mon organisation, m'interdit de poser des jugements de valeur. En tant que citoyen, ce que je peux dire, c'est qu'il me semble que les extrémismes sont toujours dangereux. François Mitterrand avait eu cette phrase, il disait « le nationalisme c'est la guerre ». Et Romain Gary qui avait dit beaucoup plus tôt que lui ou beaucoup plus tard, le patriotisme, c'est aimer les siens, le nationalisme, c'est haïr les autres. Je pense que là, on a tout à fait résumé ce qui se passe un peu partout. Mais peut-être parlant de Le Pen, tel père n'est pas telle fille. Marine Le Pen est différente peut-être de son père. Ce que je constate, c'est que Jean-Marie Le Pen et sa fille, Marine Le Pen, maintenant la petite fille, oui. Madame Maréchal Le Pen, je vois que ce parti-là se transmet de génération en génération. Si on devait réfléchir en sciences politiques pures sur la définition d'un parti politique, je ne suis pas sûr que le Front National tel qu'il fonctionne aujourd'hui répondrait aux critères rigoureux qui définissent un parti politique. Un parti familial, vous voulez dire? Je crois que c'est plutôt ça. À mon avis, on s'éloigne du cas classique du parti politique tel qu'on aimerait en avoir dans toutes les démocraties. Et c'est la dernière question parmi vos nombreux ouvrages. Touba, voyage au cœur d'un islam nègre. Est-ce que vous pensez que le mouridisme et au-delà l'islam tel qu'il est pratiqué au Sénégal soit une bonne réponse au phénomène djihadiste, voire terroriste? Je crois que le mouridisme que j'ai essayé d'analyser de manière tout à fait superficielle dans le livre auquel vous faites allusion, mais aussi la Tidjania, mais aussi toutes les confréries africaines mais sénégalaises, sont des filets de sécurité pour le djihadisme. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'à l'origine, ces confréries-là étaient aussi des écoles de formation, pour ne pas dire des universités, puisqu'on formait dès le plus bas âge des disciples. Et il y avait des valeurs comme la valeur du travail, la valeur de la tolérance, la valeur
de la connaissance du texte religieux, la connaissance intrinsèque du texte religieux qui était convoquée dans ces confréries-là. Je pense qu'il faut souhaiter que cela se perpétue encore longtemps, que ce sont là des filets de sécurité qui pourront nous éloigner du péril, qui menacent un peu partout, y compris dans cette sous-région. Tidiane Dior, merci. Merci à vous. Tidiane Dior est journaliste et chef du département média de l'OIF. Chérif, c'est tout pour ce soir. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Merci, bonsoir.